monter sur le thème de lancer et rentabiliser un projet. Je vais commencer par dire que tout projet contribue au bien-être de tout un chacun, sinon il connaîtra des limites quant à sa rentabilisation. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est quelque chose, un objectif, un but qu'on peut et qu'on cherche à atteindre. Et un projet peut être personnel ou bien en groupe. Et le projet se fait sur plusieurs plans, par exemple le plan familial ou personnel. Tu as un projet par exemple de construire ta maison à un endroit précis, des projets sanitaires, personnels ou bien d'un membre de ta famille. Peut-être il faut que quelqu'un soit guéri d'une maladie quelconque. Et il y a aussi sur le plan religieux par exemple, où tu as un appel, le Seigneur te met quelque chose à cœur. Projet scolaire, tu veux atteindre un but. Doctorat, je veux devenir docteur, je veux avoir un tel niveau scolaire. Projet professionnel, tu vas atteindre peut-être un niveau, un étage supérieur, être chef quelque part, ou etc. Projet social, tu veux ouvrir une ONG ou bien tu veux appartenir à une ONG ou projet encore entrepreneurial, lancer une entreprise personnelle ou en groupe comme j'étais en train de dire. Et le rôle du projet, c'est quoi? Je l'ai délimité en fait. Je vais dire le but d'un projet, c'est quoi? Pour moi, il y a premièrement certains qui ont comme but en lançant un projet un besoin personnel, un manquement par exemple, quelque chose que tu as peut-être vu qui manquait dans ta vie, que tu as envie de créer quelque chose pour résoudre ce problème personnel là. Moi je prends l'exemple de moi où une fois je voulais faire le maïs, les mets de maïs là comme des graines de maïs sur l'épi, et pour moi c'était trop, j'avais pas beaucoup de temps pour dégrainer le maïs, donc je voulais quelque chose qui va vite. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi je ne crée pas, je vais dire, une machine qui dégraine le maïs, quelque chose électroménager qui est à la maison, qui est portable, quelque chose qu'on peut amener partout, qui est petit, pour dégrainer le maïs, peu importe où je suis en fait. Et c'était un besoin personnel et j'ai eu, mon but, par exemple, si je voulais lancer le projet, c'était que je voulais résoudre ce problème-là. C'est un exemple de besoin personnel, le but pour lequel on peut vouloir faire un projet. Et deuxièmement, la solution peut être un problème général dans la société. Je vais prendre l'exemple des bus Socatui qui sont à Douala qu'on a créé par exemple pour limiter le nombre de benzikineurs sur la route qui faisaient beaucoup d'accidents de la route, etc. Et il y a aussi par exemple le dernier truc qui vient d'arriver là, les voitures Yango, les voitures personnelles qui mettent à disposition des clients comme taxi. Ça prenait des personnes à la maison et tout pour les ramener à un endroit précis. Par exemple, les personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer pour aller prendre un taxi sur la route ou bien appeler un taxi parce qu'on ne connaît pas les numéros des taxis et tout. Le Yango a une application où tu cherches le taxi, te localise, vient te prendre à la maison, et c'était un problème général pour eux autres. Et c'est ce genre d'exemple que je peux prendre par exemple pour dire que le but d'un projet, pour donner l'exemple sur le but d'un projet pour résoudre un problème dans la société en général. L'autre but, c'est quoi? C'est s'enrichir. Certains ont pour but de s'enrichir quand ils lancent un projet. Et la plupart du temps, ceux qui veulent s'enrichir, c'est qu'ils prennent déjà un projet qui est sur le marché et ils font la concurrence à ce projet pour avoir pour eux de revenus, pour gagner de l'argent derrière sur quelque chose qui était l'idée de quelqu'un. Mais ils font la concurrence, ils savent que ça marche parce que c'est plus facile comme ça de se faire de l'argent en imitant un projet que de créer quelque chose à soi. Ça prend beaucoup de temps pour prendre, comme le projet prend beaucoup de temps pour prendre et pour rentabiliser. Donc c'était ça les buts que je voulais par exemple citer, les buts, pourquoi on lance un projet. Et maintenant je vais partir sur sur le point, la racine. La chose la plus importante du projet, c'est quoi la racine? C'est quoi? Tu puises ta force d'où? Tu puises le courage ou pour lancer, pour faire ton projet. Et pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Je veux prendre premièrement la racine, l'exemple sur l'envie de se sentir utile.
l'envie de se sentir utile peut te donner envie de créer quelque chose ou bien de faire quelque chose. Tu veux te sentir utile dans la société, parfois c'est causé par la solitude, tu as envie de t'occuper. Et c'est bien parce que tu as beaucoup de temps pour faire le projet, tu as beaucoup de temps pour t'occuper, tu cherches à t'occuper au maximum en fait. Et tu le fais comme ça. Et tu as c'est bien. Bon, le seul avantage pour moi, c'est que tu as beaucoup de temps et tu peux te concentrer dessus pour faire le projet. Deuxièmement, c'est que. Mais le point négatif, c'est que quand tu finis par trouver une priorité, quand tu finis par trouver quelque chose qui est plus important pour toi que ce projet-là, si tu finis par te marier par exemple ou avoir une famille, tu vas consacrer maintenant tout ton temps sur ces gens-là. Tu vas abandonner le projet que tu as commencé parce que la racine n'était pas assez profonde. C'était juste combler la solitude pour un temps et quand c'est comblé, tu laisses tomber le projet. Et pour moi, c'est pas une racine assez profonde. Il y a aussi l'autre point, l'effet de masse, parce que tu vois beaucoup de personnes ont envie d'entreprendre. Toi, tu n'as même pas de talent, tu n'as même pas de passion, tu n'as aucune idée, tu ne sais pas où tu vas et tu as juste envie de faire comme les autres. Les expressions comme CEO, chef d'entreprise, toi aussi tu as envie d'avoir ça parce que voilà, c'est à la mode et tout. Chacun va avoir son entreprise, mais malheureusement, tu ne connais même pas comment tu commences, par quoi ça commence et pourquoi même tu le fais. Et c'est ça qui est un peu dommage dans ce cas-là. Et pour moi, c'est la pire des racines qui peut exister. La pire des racines. Parce que la plupart du temps, ça vient sur un coup de tête comme ça. Tu décides, ok, je veux faire comme l'autre. Et tu as une petite idée qui vient directement de même, tu as déjà commencé. Sans savoir où tu vas, sans avoir pris le temps de mûrir l'idée. Et te voilà que tu es lancé dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, juste parce que tu veux imiter la masse. Ça, vraiment, c'est la pire des racines qu'il faut avoir. Troisièmement, il y a le talent. Le talent est bien. Tu sais bien faire quelque chose, tu le fais bien et tu gagnes même de l'argent dedans parce que toute chose qui est bien fait attire la population, attire les gens, attire aussi la clientèle et ça te rapporte beaucoup d'argent, tu vois. Et le point positif dans ça, c'est que tu as beaucoup d'argent et tu as le savoir-faire qui est très bien. Mais malheureusement, c'est comme un talent. Tu peux découvrir un autre talent et tu laisses tomber ce talent que tu avais, tu vas sur l'autre parce que tu as juste envie de faire parce que tu sais bien faire. La racine n'est pas très profonde pour moi. Par contre, si on va sur la passion comme racine, si c'est ta passion de faire cette chose, tu vas le faire avec passion parce que c'est toi, c'est une partie de toi, c'est dans toi, tu as envie de le faire. Quand tu t'ennuies, c'est une passion, si ça te détend, tu as envie de faire. Tu as chaque fois envie de faire, même si tu ne gagnes pas de l'argent dedans, tu veux juste faire parce que tu aimes faire ça. Pour moi, c'est quand même assez profond quand même comme racine. Tu ne peux pas abandonner le projet du jour au lendemain parce que c'est quelque chose qui est toi, qui est une partie de toi. Même si tu ne gagnes pas l'argent, tu vas continuer toujours à faire. Ça, c'est le point. Il n'y a que des points positifs quand tu as comme passion le budget, le business que tu fais. C'est pour ça que j'avais lu quelque part, on disait « Find a hobby that you love. And that gives you money. » Trouve un hobby que tu aimes et qui te donne de l'argent. Parce que si tu trouves un hobby comme travail, c'est ton hobby en même temps, c'est ton travail, ça te donne de l'argent en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bref, tu as compris. Donc, l'autre point maintenant qui est essentiel pour moi vraiment, c'est comme racine, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est quelque chose qu'on doit écouter avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est la blessure, la crise, un domaine où tu as connu une crise, où tu as été affectivement, profondément touché dans ton âme, tu peux enraciner ton projet dans ça. Et c'est dans ce sens que je voulais dire que quand tu as connu une crise, par exemple, un domaine où tu as été touché sentimentalement, affectueusement, tu peux te relever de la crise et décider de monter quelque chose et le rentabiliser et ça va marcher. Parce que ça a touché ton âme. C'est quelque chose qui a touché ton âme à l'intérieur, que tu ne peux pas oublier, qui va rester là à l'intérieur de toi. Et tu seras parfait dans ce domaine-là parce que tu maîtrises la chose. C'est quelque chose qui t'a concerné premièrement. Et pour je vais dire, une femme qui a connu ce genre de crise, elle doit être capable de se relever
et de rentabiliser la crise par laquelle elle est passée, parce que c'est dans cette crise qu'elle puise la force, le courage de faire ce qu'elle a envie, elle doit faire en fait. Je veux juste parler du passage de 2 Corinthiens 12, verset 10, où on dit, c'est quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Moi, c'était quand je préparais ce truc, je me suis rappelé de ce verset et j'ai été complètement dénie, parce que c'est exactement ça que je voulais ramener dans ce workshop, quoi. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Dans ta faiblesse, tu ne dois pas t'appuyer, te lamenter, t'enraciner dans ça et t'écraser davantage, mais tu dois ressortir fort. Parce qu'il ne s'agit plus que de toi, il ne s'agit plus que de la société, ni de la société, mais il s'agit de t'épanouir également. Tu n'es pas une aide seulement aux autres, mais tu es une aide à toi à travers le projet que tu fais. Par exemple, une femme qui a été abusée sexuellement, par exemple, dans son enfance, est plus apte à diriger une ONG, à créer, à monter une ONG. Et ne même pas dormir pour ça. Elle va chercher les idées chaque jour pour développer ça davantage. Chercher comment résoudre les problèmes des femmes qui passent par là. Elle sera plus apte à diriger, à monter une ONG qu'une personne qui n'a pas connu la chose parce qu'elle ne connaît pas, elle n'est pas concernée par ça, par exemple. Une femme qui a connu des frustrations, des complexes physiques, par exemple, saura mieux diriger les femmes dans le domaine beauté, la beauté complète physique de la femme. Elle sera parfaite dans le domaine parce qu'elle a subi des moqueries, des complexes, elle n'a pas dormi, elle a souffert pour ça. Et toute son âme sera à l'intérieur. Elle va vouloir tout donner pour ça, même si elle ne gagne rien, elle va quand même vouloir le faire. Et c'est là, dans cette crise-là qu'elle a puisé, dans cette blessure-là qu'elle a puisé toute la force qu'elle a. Et elle a mis ça dans le projet. Et c'est ça que je voulais apporter comme racine la plus profonde pour moi. Après ça vient la passion. Dans la crise, tu peux monter quelque chose de déterminant. Une femme qui veut marquer la société de manière positive doit savoir rentabiliser les crises par lesquelles elle passe. Rentabiliser les crises par lesquelles tu passes. Voilà. Maintenant, je voulais aussi parler de le 4e point. Quand est-ce qu'il faut lancer un projet? Déjà, à ce niveau, beaucoup de personnes échellent ça comme ils veulent. Mais moi, j'ai pris ça sur 4 points. Premièrement, l'idée. L'idée, il faut avoir l'idée. Et l'idée ne naît pas que tu restes comme ça. Tu dis que, ok, il faut que l'idée vienne. Je veux que l'idée vienne. Tu restes, tu souffres. L'idée ne vient pas quand tu forces en fait. C'est quelque chose que tu puisses ça peut-être dans ta crise à laquelle tu es passé, comme je disais, ou bien dans le talent que tu as, l'idée peut naître de là, ou bien dans la passion que tu exerces, l'idée aussi peut venir de là. Quand tu as l'idée, tu passes à la conception. La phase de la conception, c'est la phase où tu réfléchis, tu penses à tout. Tu fais une étude du marché par exemple. Quel public tu veux toucher? Où est-ce que tu veux toucher? Quelle est la concurrence sur le marché? Ce genre de questions tu te poses dans la conception. Tu fais une étude également de ton capital, de ton investissement. Quel budget tu peux mettre dedans et que tu veux mettre dedans. N'emprunte pas ce que toi tu peux faire. Premièrement, je parle de ceux qui veulent commencer un projet, qui n'ont encore aucune base, aucune idée. N'empruntez pas de l'argent. Investissez avec ce que vous avez et faites avec ce que vous avez. Limitez-vous à ce que vous pouvez investir dedans. Examinez également les besoins du projet. Est-ce que les choses, le matériel pour lequel j'ai besoin, est-ce que le matériel dont j'ai besoin est facilement accessible? Est-ce que c'est à côté? De quoi j'aurais besoin pour ça? Examinez les besoins du projet dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'apporte de plus dans le projet? Voilà, c'est un point très important. Tout à l'heure, j'ai mentionné les gens qui voulaient peut-être faire l'effet de masse, imiter les autres ou bien s'enrichir en imitant les autres, par exemple. Tu ne peux pas venir, quelqu'un a créé un projet qui marche bien. Tu fais aussi la même chose en fait. C'est une concurrence, mais je veux dire, il y a une certaine fierté que tu dois avoir derrière. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Même si tu veux te faire de l'argent, prends quelque chose que tu personnalises, même prends le truc de quelqu'un, mais tu personnalises à ta façon en fait. Tu fais quelque chose qui vient de toi. Je vais prendre l'exemple de moi. J'ai créé Comme Design, communication et design. La page est sur Instagram, Comme Design, communication design, où je fais des graphiques design, des flyers pour tous les événements. Je personnalise les invitations et tout ça. Je ne voulais pas faire juste comme tout le monde fait.
J'ai ajouté les créations de vidéos, la voix dans les créations de vidéos aussi designer, la voix off, quelque chose que je voulais faire, la voix off, la voix des publicités là, ceux qui font, tu veux lancer un truc par exemple je sais pas, un restaurant ou bien un salon de beauté, je peux faire ta vidéo publicitaire et je mets ma voix dedans comme une voix publicitaire et le montage vidéo, tout ça je fais. Je voulais pas me limiter aux flyers et tout. Et l'autre chose que je voulais ajouter dedans, parce que je trouvais les flyers la plupart du temps très masculins, très sec, très carré, très homme en fait. C'était bien, très beau, mais pour moi ça manquait une certaine finesse. Et je me suis dit, ok, si je crée mes trucs, je vais mettre une certaine finesse, une certaine douceur dans mes réalisations. Et c'est ce que moi je pouvais apporter dans le business. C'est quelque chose qui a existé depuis le graphic design, les flyers design, c'est quelque chose qui a existé depuis. Mais je voulais faire quelque chose, je voulais sortir de là, sortir du lot et faire quelque chose qui me ressemble le plus. Voilà un exemple de prendre quelque chose qui existe depuis et personnaliser. Et là, je te fais de l'argent dedans, quoi. Et c'est important d'apporter du soi. C'est pendant la conception du projet, même la naissance du projet, l'idée. Pendant que tu es en train de réfléchir sur l'idée de la mûrir, tu peux penser à comment est-ce que je peux le personnaliser. Si ça existe déjà. Faire une checklist pendant la phase de conception du projet, une checklist, une to-do list, j'ai ceci à faire avec des deadlines où tu dis que je fais ceci jusqu'à telle date, je dois avoir accompli telle chose. Tout ce dont tu as besoin, détail par détail, ne pas te précipiter. Prendre tout ton temps pendant la phase de conception parce que ça ne sert à rien de se lancer dans quelque chose que tu n'as pas préparé, bien mûri d'avance. Tu n'es pas préparé mais tu te lances dans la précipitation, le projet ça ne marche pas. Clairement ça ne marche pas. Faire la checklist si ce n'est pas complet, si ce n'est pas tout fait ce que tu as dit sur ta checklist, ne te lance pas. Maintenant quand tout est plein sur la checklist avec les deadlines, tu passes à la réalisation. Et à la réalisation, tu ne peux ne jamais se précipiter pour commencer, comme j'ai dit. Ne jamais commencer sur un coup de tête. Voilà. Prendre le temps de mûrir ton idée, finir ta checklist, tout ça. Maintenant, tu peux te lancer. Et c'est aussi stratégique le lancement, la réalisation, j'entends par là lancement du projet. Tu dois le faire étape par étape. Pas parce que tu as une checklist et que tu as tout complet, que tu vas tout verser sur le marché comme ça. Regarde au moins le suspense. Un peu non. Tu fais petit à petit, tu lances peut-être le nom, tu dis coming soon, tu fais peut-être des petits trucs sur la page, bien que tu as déjà toutes les images qu'il faut, mais lance petit à petit, en fait, pas tout en même moment. Et ne mets pas tout. Garde le suspense comme je dis pendant la phase et c'est petit à petit. Maintenant, il y a la phase de contrôle. Tu contrôles tes revenus, tu contrôles combien tu as perdu, combien tu as gagné, tu fais tes bilans et tu vois comment, pendant la phase de contrôle, tu vois comment tu peux améliorer tes revenus par rapport à ce que tu veux atteindre. Je veux atteindre telle somme à la fin du mois ou bien à la fin de l'année. Tu cherches comment atteindre ça sans rendre le client, sans brutaliser ta clientèle dans tes prix parce que tu veux juste atteindre une somme. Non, c'est toujours progressif en fait. Si tu n'as pas assez de clientèle ou bien des gens qui ne te font pas confiance, n'augmente pas tes prix pour rien. Et tu dois augmenter tes prix pour un but. Tu dis peut-être que j'utilise un logiciel de mieux, plus performant, c'est pour ça que mes prix sont. Ne viens pas juste imposer comme ça. En plus, si tu n'as pas encore de clientèle, moi je te conseille même pas de chercher à augmenter tes revenus parce que la première chose à faire, ce n'est pas de chercher à gagner de l'argent premièrement. Quand tu lances un business, c'est d'abord faire ce qui te plaît, le faire d'abord bien, satisfaire ta clientèle, la qualité du travail, les temps de livraison, les délais et les temps de réaction même par rapport au message, la communication avec les clients, la satisfaction de la clientèle, c'est important. Chercher à gagner impérativement la confiance du client et ne pas oublier que le client est roi. Le client est vraiment roi. N'oubliez jamais ça, le client est roi, même si il fait quoi, il est roi en fait. Moi, c'est avec l'expérience que j'ai de maman commerçante, je sais comment elle faisait avec les clients et tout. Et moi, voilà, avec mon petit business, je sais déjà comment m'y prendre avec la clientèle. Moi, mes clients sont rois, déjà en fait. Et c'est un secret, vraiment. Si tu laisses la place de roi au client, il sera lui-même content de revenir à chaque fois. Maintenant, rentabilisation du projet, je vais parler de la rentabilisation du projet. Je vais donner quelques
Tips par rapport à ça, pour moi, premièrement, il faut rester réaliste. Réaliste dans l'idée même. Ne viens pas avec une idée exorbitante du projet. Voilà, je veux créer un truc qu'on n'a jamais vu. Tu sais combien de personnes ont déjà pensé à un projet qui est immense. Ne cherche pas à impressionner les gens, mais cherche à te limiter à ce que tu as, à ton budget, à ce que tu peux atteindre. Et ne cherche pas à aller au-delà de ce que toi tu peux réaliser, juste épater les gens et parler comme ça, juste faire un truc épatant. Non, l'idée doit être réaliste. Restez-y au réaliste. Voilà. Maintenant, les attentes doivent aussi être réalistes. Tu ne peux pas faire quelque chose, tu es peut-être médiocre sur ton truc, mais tu ne peux pas attendre qu'on te paye au-delà de ce que tu fais. C'est impossible, c'est pas réaliste. Quand tu es médiocre, tu sais que tu n'es pas parfait. Donc, attends-toi à ce que tu gagnes de la clientèle que tu gagnes, ça représente aussi le travail que tu donnes. Pour moi, il faut être réaliste pour pouvoir rentabiliser son projet. Sinon, si tu augmentes tes prix pour rien, alors que tu n'as pas assez de compétences, je vais dire ça comme ça, tu ne peux pas le rentabiliser. Tu vas juste perdre ton projet. Et aussi, il faut s'adapter à la clientèle. Vraiment, il faut s'adapter à la clientèle. Les questions du genre, bien les expressions du genre, on a toujours fait ça comme ça, on fait toujours ça comme ça, vraiment. Il faut qu'on oublie ça. Je pensais à s'adapter à la clientèle, à la génération qui vient, à quel client tu as devant toi et tout. Et pour moi, la meilleure réponse qu'on peut donner dans ce genre de cas, c'est « Ah, merci ». Tu dis merci au client. Je n'avais pas vu ça comme ça, je n'avais pas pensé ça comme ça. C'est vrai que c'est une bonne idée, je veux l'enregistrer. Mais ne pas dire que non, nous on n'a jamais fait ça comme ça, on ne peut jamais faire ça comme ça. Même si tu sais dans ta tête que tu ne vas même pas prendre en considération ce qu'il a dit. Mieux, tu ne dis pas qu'on n'a jamais fait ça comme ça. L'autre expression du genre, non, c'est mieux comme ceci. Le client dit que je ne veux pas, je n'aime pas ceci comme ça. Ne viens pas le convaincre, il ne veut pas, il sait ce qu'il veut. Et même, les clients la plupart du temps viennent avec des trucs qui sont déjà démodés pendant que le monde est en train d'évoluer. Il y a des trucs modernes et tu lui fais un truc moderne, il te dit que non, moi j'aime pas ça comme ça, je préfère le genre. Tu sais comment dire au client que voilà, prendre doucement et dire que je pense que tu sais, aujourd'hui, on est devenu moderne et le truc, si par exemple, c'est quelque chose qu'il faisait avant depuis des années, tu lui montres des exemples et tout, pour qu'il comprenne que tu veux du bien pour son business, tu ne veux pas du mal, tu lui fais du bien et tu veux qu'il soit satisfait en fait de ce qu'il veut. Donc, par là, il va savoir que tu es en train de lui montrer quelque chose, que tu le prends de manière courtoise, il va savoir que tu as envie d'avancer avec lui, que tu le comprends et que tu prends son projet à cœur exactement. Et il va se laisser aller. Que de dire non, 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 je pense que c'est mieux. Ne dis pas au client que non, parce qu'il sait ce qu'il veut en fait. Et s'il insiste sur ce qu'il veut, donne-lui ce qu'il veut. S'il ne prend pas ton idée en compte, tu laisses. Peut-être il va aller réfléchir et revenir dire que ah, tu avais raison, ceci était démodé, fais-moi le moderne. C'est ça qu'on appelle aussi le client est roi. Et puis, rester poli et humble comme j'étais en train de dire. Et le temps de livraison et de réponse doit être court. Quand un client t'écrit, n'attends pas une journée ou bien 4 heures pour lui répondre, même si je suis occupé. Écris un petit message, ou bien laisse même les trucs de WhatsApp qu'on dit, le Bernard, on appelle ça comment en français. Voilà, pour dire que je te rappelle après, bien je te réponds après, il va savoir que tu as quand même lu son message. Ne laisse pas attendre 2 heures ou 4 heures. Non, réponds spontanément en fait, parce que tu n'as pas fait un business pour que les gens dorment là et attendre que tu sois libre en fait. C'est comme un travail quoi. Respecter les délais et les rendez-vous. Opter pour des délais réalistes, comme je disais, vraiment réalistes. Parce que ça ne sert à rien de dire que je veux te livrer un truc samedi. Samedi, tu livres un truc qui n'est pas bien fait. Parce que c'était trop proche. Soit ce n'est pas bien fait, soit tu as un empêchement. Pourquoi te précipiter à dire que je suis rapide dans la livraison alors que tu sais que tu peux avoir des imprévus? Par exemple, pour moi, c'est mieux de dire que je te livre ça lundi ou bien mardi. Sachant que dans ta tête, toi ton but, c'est atteindre samedi. Quand tu sais que, il va te dire que lundi est peut-être trop loin, mais dans ta tête, tu dis que, ah, si tu veux un travail qui est bien fait, laisse-moi te donner ça lundi. Et il est étonné que tu lui livres ça samedi. Plutôt, il est même content de savoir que, waouh, tu es même rapide, tu m'as dit lundi, mais tu as livré samedi, c'est bien. Lui, il gagne en confiance en fait, et tu gagnes encore sa confiance. Le travail est bien fait parce que tu as eu le temps de regarder si c'est bien fait. Tu n'étais pas dans la précipitation parce que ton délai c'était lundi. Donc tu finis samedi et tu as très bien fait, il est content et tu as fait attendre. Tu vois que tu as gagné
une clientèle contente, satisfaite. Et ne pas oublier de ne pas prioriser l'argent, comme je disais, dans la rentabilisation de projets. Ne priorise jamais l'argent, même si tu fais des pertes. Tu peux faire des pertes 1 an, 2 ans. Troisième année, tu commences à gagner. Ne te focalise pas sur l'argent et dis que il faut qu'il me paye avant que je fasse. Non. Il y a des clients, tu essaies de dire que je veux te donner la confiance, je veux te faire confiance. Dis-lui que tu lui donnes l'argent après, peut-être une semaine. Non, il n'y a pas de problème en fait, mais ne te mets pas à l'idée qu'il va te voler ou quoi que ce soit. Parce que même s'il te vole, c'est toujours, ça fait partie du game de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, quand il fait, ce n'est pas pour... L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un risque, qui prend le risque en fait. Il a mal au cœur quand il fait, parce qu'il sait qu'il va perdre ou il peut gagner. Il n'est jamais sûr s'il va gagner. Ça a mordu quand ça a mordu. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas ceux qui se lèvent sur un coup de tête et disent que je veux faire comme tout le monde, je veux lancer un projet sans savoir que tu ne gagnes pas forcément en fait dans ça. Tu as beaucoup de maux de tête, même si tu as les employés, tu ne vas pas dormir, tu vas contrôler ton argent, ton business. C'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est ce qu'on ne sait pas parfois. Maintenant, je voulais juste te donner quelques exemples de business qu'on peut faire en tant qu'étudiant ou bien quelqu'un qui vient de commencer à travailler ou bien quelqu'un qui n'a même pas encore commencé un business par exemple. Ce que je fais par exemple, c'est que je tresse. Je sais tresser, c'est un talent, mais ce n'est pas une passion. Donc, un talent, comme je disais, c'est quelque chose qui peut disparaître si tu trouves un autre talent ailleurs. Donc, pendant que j'ai encore le talent et le temps pour ça, je lance peut-être sur les plateformes comme eBay, comme Instagram, j'ouvre des pages ou bien où je présente les tresses que j'ai déjà fait. Et les clients me contactent et je définis les rendez-vous. Et tu es bien payé, 100 euros, 200 euros, 50 euros par tresse, ça dépend de la coiffure. Et c'est un business que tu peux faire sans avoir besoin de quelqu'un. Deuxièmement, il y a les petites entreprises qui s'ouvrent chaque jour sur Instagram et tout. N'aie pas peur d'aller les contacter eBay pour leur dire que je peux prendre soin de je peux faire le community manager de ta page, j'anime ta page à ton goût. Et même si on te donne 50 euros par mois, c'est rien en fait pour un étudiant. Parfois, que de passer le temps sur Snapchat à zapper les trucs. Tu postes une photo par juste sur la page de quelqu'un. À la fin du mois, tu as 50 euros. Est-ce que tu as gagné? Non, tu n'as rien perdu en fait. Au contraire, tu t'es enrichi en connaissance dans ça au lieu de passer plus de temps sur les réseaux sociaux inutiles. Ça, c'était un autre exemple. Il y a plein d'exemples. Il y a aussi les exemples de faire les trucs à domicile, cuisiner à domicile, aller livrer, ou bien en sachet les épices moulues. Pour moi, c'est pas quelque chose que moi je conseillerais à quelqu'un premièrement. Parce que quand tu veux commencer un business, ne fais pas le genre que tu vas dépendre des gens. Ne dépends pas encore des gens. Fais quelque chose que tu seras disponible totalement, personnellement pour ça, sans avoir besoin de quelqu'un. Quand tu veux faire le commerce des articles africains, il y a les transports, il y a importer ça ici, en sachet, aller livrer et tout ça. C'est beaucoup de force. Il y a beaucoup de personnes dans le truc. Et parfois, tu te perds, ça te décourage parce que l'autre n'a pas pu envoyer ça. Tu es découragé parce que tu dépends des livreurs, des choses qui vont importer, pour qui viennent avec. Pour moi, si tu n'as pas encore eu à avoir un projet, ne commence pas premièrement par ça. Moi, ce que je conseillerais, se focaliser sur les petits projets qu'on peut atteindre seul. Il y a aussi l'idée de Amazon. Tu crées une boutique sur Amazon. Si tu sais tricoter, par exemple, tu tricotes les chaussettes ou les chapeaux, les bonnets de bébé. Et tu mets ça sur ta plateforme Amazon de commerce. Les gens, n'importe qui va venir commander. Je te promets qu'on va commander. Si tu fais bien les chapeaux et tout, personne ne va savoir qui est derrière, on va juste te commander. C'est toujours quelque chose que tu peux maîtriser parce que c'est ton talent, le tricot. Peut-être ça peut aussi être ta passion. Peut-être tu utilises ça aussi voilà, tu as une idée derrière en fait en faisant ça. Mais tu gagnes de l'argent derrière et tu maîtrises ça parce que ça te concerne toi seulement. C'est quelques idées que je peux donner. Il y a plusieurs idées. Si, par exemple, tu aimerais lancer quelque chose et que tu ne sais pas quelle idée tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas par quoi commencer, tu as un talent, tu peux me contacter et je pourrais
te guider dans ça, te dire comment tu vas passer, qu'est-ce qui est mieux pour toi, comment tu peux faire pour atteindre le but que tu vas atteindre. Peut-être mes informations seront en bas de la vidéo. Tu pourras me contacter dessus et on pourra parler par rapport à ça. Il y a des points aussi importants que je voulais noter avant de finir parce que je suis à la fin. Je voulais dire, penser à enregistrer son business, c'est bien. Mais ne pas se précipiter pour enregistrer aussi le business parce que, comme j'ai dit, les noms de CEO, chef d'entreprise, tu as tellement envie que ton entreprise t'appartienne, tu ne gagnes même pas encore l'argent dedans, mais tu vas enregistrer, que tu vas payer les impôts comment? Parce qu'il peut arriver que les impôts les taxes soient plus élevées que les revenus que ton entreprise fait. Tu fais des pertes, mais tu dois payer les impôts. Tu as alors enregistré pourquoi? Pour moi, il faut aller petit à petit. Savoir que tu gagnes déjà quelque chose, si tu gagnes déjà quelque chose de conséquent, tu peux donc aller dire que j'enregistre dans mon entreprise. N'aie pas peur, ne pense pas qu'on va enregistrer ton entreprise avant toi. Même si on enregistre ton entreprise avant toi, il y a la possibilité de changer. Tu peux facilement changer en fait le nom en cours de route et tu vas créer voilà, c'est facile en fait, on va tout reconnaître que c'est toi. Et il y avait l'autre point, les entreprises à but non lucratif, je pense que c'est toi à frein. Tu ne payes pas d'impôts dedans. Et tu peux, je veux dire, les ONG, les tout pour aider les gens et tout, tu peux aller enregistrer facilement, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis donc à la fin de la présentation du thème que j'ai préparé. Et je vous remercie pour votre écoute. J'attends vos questions peut-être sur la vidéo. Et merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Voilà, passez une bonne soirée ou une bonne journée. C'était Manuela Fekno.